Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff reçoit Xavier Azalbert, directeur de publication du mythique François. Alors, le mythique François, effectivement, on a tous en nous quelque chose de Lazareff, du grand Pierre Lazareff, qui avait quand même fait un journal qui, je le rappelle, en code papier, je vous parle d'un temps que les moins 50 ans ne peuvent pas connaître, se vendait à 1 300 000 exemplaires jour, dans les années 70 encore, etc. Voilà, Xavier Azalbert pouvait peut-être montrer François. Voilà, là comme ça, voilà, très bien. François, voilà, mythique, etc. J'ai moi-même été directeur de la rédaction dans les années 2003. Et vous-même, Xavier Azalbert, vous avez repris le titre, il est en ligne, il est devenu d'ailleurs, vous en avez fait quelque chose de très important, aussi bien que de très controversé, mais en tout cas, on en parle beaucoup, et on va en parler avec vous, surtout que, il y a eu quand même quelque chose d'assez spécial. Il y a eu un tweet de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, qui date du 29 janvier, c'est pas loin, du 29 janvier 2021, et a demandé ceci. J'ai demandé que soit réexaminé, disait Roselyne Bachelot, le certificat d'IPG. IPG, c'est Information Politique et Générale, délivré au service de presse en ligne François, dont le terme est en principe septembre 2022, afin de vérifier dès maintenant que ces conditions d'octroi sont bien toujours respectées. Ça a attiré mon attention parce que ça me paraît quand même assez rare, c'est pour le moins que l'on puisse dire, sinon exceptionnel, qu'un ministre de la Culture se dit « je vais vérifier si effectivement ils sont bien information politique et générale ». Alors Xavier Azalbert, qu'est-ce qui se passe avec François ? Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, déjà, avant tout, merci beaucoup de nous donner la parole, parce que parler de la liberté d'expression, la liberté de la presse est quelque chose de fondamental, donc la ministre a tout à fait le droit de s'exprimer. Comme tout à l'heure, vous avez parlé d'Emmanuel Macron qui parlait des serviettes menstruelles. Il a le droit de s'exprimer. Et je pense que c'est un droit et il faut le respecter. Et Madame Bachelot a le droit de s'exprimer. Tout à fait. Mais elle a aussi le droit de respecter, on va dire, un code. Moi, j'ai appris même le devoir de respecter un code, oui. Moi, j'ai appris par le biais de ce tweet qu'il y avait ce certificat qui était cette vérification. Quand on regarde dans les textes de loi, elle a tout à fait le droit, puisqu'un ministre peut demander la vérification. Bien sûr. Je pensais que c'était approprié de recevoir un courrier avant pour pouvoir d'abord être informé, parce que quand on apprend ça par voie de presse, ça paraît un peu cavalier. Mais ceci dit, moi je respecte. Non, tout à fait. Mais pourquoi alors, elle en arrive à faire ça, elle ne fait pas ça comme ça. Elle en arrive à faire ça sûrement parce qu'on a pris, en tant que directeur de la publication, j'ai peut-être pris le rôle de liberté d'expression. Je suis peut-être allé trop loin en donnant la parole à des voix dissonantes pendant la période de la crise, qui a entraîné, on va dire, une certaine fureur, on va dire, de mes concurrents. Pas de Sud Radio, mais de d'autres médias qui se sont, on va dire, acharnés sur François en prenant 2 ou 3 petits points. Et comme tout le monde, on a fait des erreurs, on est en mode start-up, on a pu faire des erreurs et il faut savoir le reconnaître. Mais je pense que dans la majeure partie, on a porté une voix qui était dissonante, qui était factuelle. Et donc, ça a dérangé certains. Ça a dérangé, on va dire, certains journalistes qui se sont acharnés sur nous. Donc il faut rappeler une chose, c'est que chez François, on fait 2 choses. Et je pense que dans tous les médias, on fait ça. On fait de l'information, au sens rédactionnel du terme, et on fait de l'opinion. Et on donne la voix à des individus. Toutes les informations qu'on a attaquées, c'est sur des tribunes d'opinion. Donc c'est très facile de controverser ou de faire une analyse en disant tiens, je suis pas d'accord avec cet élément-là. Encore faut-il savoir si jamais le fait de ne pas être d'accord, ça fait partie de la liberté d'expression, ou si on a fait une erreur. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'erreur dans ces éléments. On est juste en train d'avoir un débat d'opinion. Et c'est sain. Alors, on va en parler concrètement, Xavier Azalbert, parce que vous avez fait beaucoup de choses. Je vais citer quelques-unes et vous allez effectivement m'en parler et répondre. Bon, il y a eu effectivement Libération qui a rappelé en octobre 2020 que vous aviez publié une tribune, bien sûr, une tribune d'opinion, intitulée « La bataille pour faire durer l'épidémie ». Et McCann, qui se présentait comme virologue, disait « La science officielle mainstream s'emploie actuellement à nier que la pandémie soit terminée. Il faut qu'elle dure pour pouvoir fabriquer et vendre les vaccins ».
Effectivement, c'est une opinion. Elle est peut-être fausse, mais c'est une opinion. Mais alors, justement, Sylvie Pommier, qui était vice-présidente adjointe chargée de doctorat à l'Université Paris-Saclay, a confirmé qu'une action judiciaire est envisagée contre François, après que le média a parlé d'une influence des lobbies sur les médecins, dont elle-même Sylvie Pommier. Alors, vous avez eu déjà une controverse là-dessus. Oui, on a eu une controverse. D'ailleurs, Emma Kahn a une particularité, c'est qu'elle est médecin. Ouais. D'accord. Comme vous le savez, la parole des médecins aujourd'hui était assez controversée elle-même. Mais ceci dit, je suis pas médecin moi-même, et donc cette personne, quand elle juge dans sa compétence de médecin. Qui suis-je pour, on va dire, contester cette compétence de médecin? Alors je peux la challenger, bien sûr, mais je pense que quand un médecin écrit ce genre de choses, il mesure les propos, puisque le primum non nocere et tout le serment d'Hippocrate fait que il doit, à un moment donné, peser le pour et le contre. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense, c'est clair. Et moi, en tant que directeur de la publication, qu'est-ce que je fais? Je respecte ce point de vue, je le publie, après qu'il soit controversé et qu'on rentre sur un débat. Ce n'est pas à moi. D'accord. Ici, en tant que directeur de la publication, si jamais j'avais censuré cette phrase, chose que j'aurais pu faire, je n'aurais pas respecté, on va dire, la liberté d'expression. Non, je comprends. Alors, prenons d'autres exemples toujours intéressants, parce que vous avez été effectivement au centre des polémiques. L'expression, alors, on vous a, après que vous ayez largement donné la parole, mais vous n'êtes pas les seuls, au film de Pierre Barnérias, vous savez, qui est Hold Up, qui a été considéré comme un film complotiste. Vous avez été traité vous-même, et je voudrais qu'on parle de ça, parce que effectivement aujourd'hui on traite de complotistes quiconque peut-être sort quelquefois, peut-être excessivement, d'une certaine pensée, de certaines règles. Est-ce que vous êtes complotiste, Xavier Azalbert? Les gens qui me connaissent, je pense pas qu'ils le diront, à part si la définition de complotiste c'est poser des questions, exactement comme les illustres fondateurs de François. À un moment, François, et c'est écrit dans le journal que j'ai devant moi, c'était défini comme un journal clandestin qui était fondé sous l'opposition, sous l'occupation, dans un moment bien pire de notre histoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont résisté contre une forme de tyrannie, on va dire. Et aujourd'hui, c'est incontestable. On ne conteste plus cet élément-là. Donc aujourd'hui, si être complotiste, c'est poser des questions, et si c'est résister contre une certaine pensée unique, eh bien oui, on est complotiste. C'est une étiquette pour moi. Je suis pas d'accord avec cette étiquette. Je partage les propos d'Alexandre Arion-Cotte qui disait que c'est même insoutenable. C'était ici même d'ailleurs. C'était ici. C'est insoutenable qu'on tienne ce genre de propos. Je pense que ça serait bien même qu'on ouvre un débat à l'Assemblée nationale sur ce genre d'éléments, ou à l'Académie française, parce que qu'est-ce que ça veut dire complotiste? Est-ce que c'est un adjectif qu'on colle quand on pose des questions, ou quand on dérange, ou quand on dérange? Et si jamais c'est ça, eh bien on change la définition et il n'y a aucun problème, parce que je pense que c'est de cela dont il s'agit. Maintenant, ça c'est sur la forme. Maintenant, sur le fond, poser des questions, il me semble que c'est ça. On est dans une controverse scientifique, on est dans un débat scientifique. Quand j'entends sur des médias mainstream que le débat sur les traitements précoces est, comment dirais-je, clos et clôturé, je pense que c'est une position politique, n'est pas une position scientifique. Et on a tendance, dans le monde des médias, à raccourcir les propos des gens et à les prendre hors de contexte. Et les couper un peu. Je pense que ce qu'il faudrait dire quand on dit ça, c'est dans l'état actuel de la science, à cet instant T. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Xavier Azalbert, restez avec nous. Après cette petite pause, on continue. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à l'interview de Xavier Azalbert. Vous êtes peut-être des lecteurs assidus de François ou des auditeurs de Sud Radio. Peu importe, vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Xavier Azalbert, directeur de publication de François. François qui est très polémiste, qui fait polémique, et voilà, ça fait partie aussi effectivement du jeu de la démocratie. On peut être pour, on peut être contre, mais on ne ferme pas les écoutilles et on écoute et on essaye de comprendre, en tout cas, de savoir ce qui se passe. Alors, justement, de ce point de vue, Xavier Azalbert, c'est quoi François aujourd'hui? C'est une publication online, vous êtes effectivement sur les réseaux, sur Internet. Comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne comme tous les médias. On a un site Internet, on a une rédaction, on a... Vous avez combien de personnes? Il y a au total dans la société aujourd'hui 10 personnes. D'accord.
On est une petite société. On a recommencé une société comme une start-up, En 2016, Startup Nation, c'est ça 2017. 2017, J'ai repris, on va dire, le rôle de PDG de cette société en 2017 et j'ai fait un diagnostic on va dire, de l'espace qu'il y avait dans le monde médiatique avec principalement en partant du consommateur, du lecteur, de l'auditeur. Ce qui devrait être la base, c'est pas moi qui l'ai défini, c'est mon illustre fondateur qui dit qu'un journal doit être lu. Donc, je me suis penché sur qu'est-ce que voulaient les consommateurs, qu'est-ce que voulaient les lecteurs, et je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup qui disaient je ne peux pas m'exprimer. Alors, on peut s'exprimer sur les réseaux sociaux, et on a vu la déferlante d'informations sur les réseaux sociaux. Mais, et de désinformation aussi. Et de désinformation, bien sûr. Ça, c'est le jeu des réseaux sociaux. Bien et sûr. après, les médias ont joué un autre rôle, presque de contrôleur de la pensée. Ils se sont instillés comme étant presque au-dessus de la loi. Et c'est ça qui m'a un peu dérangé dans la manière. Donc, j'ai décidé de travailler dans le cadre d'un média collaboratif, le plus proche possible des lecteurs, en leur demandant... Ça veut dire il y a des journalistes et il y a des citoyens et vous leur demandez de s'exprimer aussi. On a monté un collectif citoyen qui sont des gens qui ont des capacités analytiques et ça s'est encore plus marqué par le confinement puisqu'il y avait des gens qui avaient du temps. Donc ces gens-là ont passé du temps. Donc quand vous avez un ingénieur ou un statisticien ou un médecin qui a du temps et parce qu'il ne recevait plus de clients, les gens se sont posés des questions. C'est la première fois de notre histoire qu'on était dans un confinement. On avait du temps. C'était le temps de se poser des questions. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et donc ces gens-là ont voulu s'exprimer encore plus. Donc ils sont commencé par s'exprimer sur les réseaux sociaux. On a vu l'agglomération d'idées et c'est ce qu'on a fait. On a donné la voix à ces individus qui faisaient des analyses qui me semblaient être pertinentes en tant que directeur de la publication. Après les avoir validées, en discutant avec eux, c'était un échange. Et c'était pas la vue d'une personne, c'était la vue d'un collectif. À un moment, j'avais plus de 900 contributeurs dans François qui venaient travailler sur des analyses bien particulières, que ce soit Discovery, que ce soit Recovery. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il y avait des gens qui se posaient des questions sur les chiffres de mortalité, comme il y en avait d'autres qui se posaient des questions sur ce qui se passe à l'étranger. Et donc, les contributeurs ne venaient pas que de France. Hein, et donc on a organisé, on va dire, ce débat dans un réseau d'information et avec les journalistes avec lesquels on travaillait et les rédacteurs avec qui on travaillait, eh bien on a organisé ce débat, on l'a mis en forme. Alors la mettre en forme dans une société, au début, on commence toujours, on tâtonne, il y a des choses qui sont pas parfaites et ça c'est la vie d'une société. Donc c'est certain qu'on a tâtonné au début, mais il n'y avait aucune mauvaise intention dans ce qu'on faisait. C'était juste de donner la parole. On respecte. Les médecins respectent leur serment d'Hippocrate. Nous, on a respecté la liberté d'expression et la liberté de la presse. Donc, et dans la limite, bien sûr, de la loi. C'est-à-dire, il y a des valeurs fondamentales. Nous, on respecte l'absence de racisme, l'antisémitisme, le dénigrement, la violence. Ça, vous arrêtez là. Enfin, mais bien sûr. Au-delà de cette limite, leur ticket n'est plus valable. Et ici, il y a bien une loi. On est encore dans un régime de droit. Et on se doit de respecter la loi. Mais est-ce qu'il vous est arrivé, justement, alors jusqu'ici, vous avez eu à peu près, vous avez une idée combien de contributeurs, grosso modo un peu plus de 1000. Un peu plus de 1000 contributeurs. Et est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, si un contributeur, vous avez quelque chose que vous publiez, effectivement, et que ça se révèle au faux ou troqué, vous publiez un correctif, Bien sûr, comme tous les médias, on a une politique en bas de correction et qui est très explicite. Et quand il s'est avéré qu'il y a eu des fact-checkers qui sont venus et qui ont dit ça c'était pas entièrement correct, parce qu'en fait l'information elle évolue dans le temps. Si jamais on prend l'affaire de Dupont de Ligonnès, en 12 heures, on est passé d'une information qui était dans un sens à une information qui était dans l'autre. Dans The Lancet, ça a pris 15 jours. Donc, à l'instant T... Oui, Lancet, c'était la fameuse étude bidon, il faut le dire. Donc, à un instant T, l'information, elle paraît correcte et tout le monde tombe dans le panneau. Sauf quelques-uns. Et donc, on a fait partie de ceux qui ne sont pas tombés dans le panneau parce qu'on a dit qu'on allait aller poser la question aux organisateurs de l'étude parce qu'on a fait notre travail. J'estime qu'en faisant notre travail, on a complété l'information. Donc, moi qui suis on va dire économétricien de formation. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Vous avez, parce que je sais que vous avez été parmi les premiers, sinon les premiers à contester cela. Vous les avez appelés. Qu'est-ce qui s'est passé? Première des choses, c'est le collectif citoyen a regardé cette étude. On l'a lu. J'ai lu que Emmanuel Macron lisait toutes les études. Bien, écoutez, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de personnes qui les lisent et des gens bien informés. Donc ces gens l'ont lu. Et quand on a une certaine formation, eh bien j'ai eu l'accumulation de plein de biais issus de divers horizons. Et chacun disait c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. On a créé un questionnaire
j'ai téléphoné à l'auteur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'auteur. L'auteur de l'étude du Lancet. Mandip Mera, que j'ai eu au téléphone, qui était très content de parler, et on lui a posé des questions. J'ai posé des questions statistiques, des questions d'ordre médical, puisque j'avais des médecins qui m'avaient aidé à former ce questionnaire. Et à la fin, on en conclut que cette étude, comme j'ai dit hydroxychloroquine fin de partie, mais 3 petits points de suspension. En écrivant dans le texte, revu par Mandip Mera, ma conclusion a été revue. J'ai dit que cette étude posait de graves problèmes de fiabilité des données et de statistiques. Oui, c'était par rapport notamment au protocole Raoult, etc., etc. Enfin, on n'est pas rentré là-dedans, dans le débat du protocole Raoult, du pour ou contre. Je suis pas médecin, c'est pas mon objectif. Mais quand vous avez une étude qui vous dit que vous avez un médicament qui a 70 ans qui est toxique, eh bien on regarde, est-ce qu'il est vraiment toxique, et on s'est posé la question. Donc le collectif citoyen a joué son rôle, la masse a joué son rôle. Il faut savoir que quand on est tout seul, on peut faire une erreur. Ça nous incombe à nous. Quand il y a 30, 40, 50 personnes, il peut y avoir un biais d'aveuglement collectif. Mais quand vous en avez une centaine qui viennent et qui regardent tous de la même manière, la norme s'établit. La norme s'établit, le consensus s'établit, et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce collectif citoyen, c'est d'établir ce consensus. Mais attention, collectif citoyen compétent, c'est pas le café du commerce. Non, je me permets de c'est ça, parce que faire attention à ça. Alors, parce que dans les réseaux sociaux, c'est souvent le café du commerce. Là, je sais, mais définissez-moi ce collectif citoyen. Comment vous le voyez? Alors, écoutez, pour moi, le collectif citoyen, d'abord, sans manquer de respect à qui que ce soit, le café du commerce, comme je dis souvent, un âne n'est pas un cheval de course, mais il a certaines valeurs dans la société. Bien sûr. Et le cheval de course, on va le voir à Longchamp, et l'âne, on va sûrement le voir plus souvent dans les champs. Mais il traîne une carriole. Et je considère que même l'information au café du commerce peut avoir une valeur. Et je pense qu'il faut d'abord ne pas dénigrer cet élément-là. Oui, d'ailleurs, il ne faut pas jouer les condescendants, jamais. Voilà, dans la liberté d'expression, il y a un élément qu'on doit combattre, c'est le dénigrement. Et donc, je ne dénigre pas en tant que média et en tant que directeur de la publication, je ne dénigre pas cet élément-là, qui est pour moi fondamental. On n'a pas assez fait confiance aux Français, et quand on les dénigre, c'est on ne fait pas confiance. Donc, vous avez raison, la notion de compétence, elle est à définir. Alors, c'est certain que je ne vais pas aller demander à quelqu'un qui n'a aucune compétence en médecine son point de vue. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à des gens qui ont cette compétence, que ce soit en médecine, en statistique, en physique, en mathématiques, en droit, et on a un collectif qui est formé de personnes qui sont de divers horizons. Et vous en avez plusieurs centaines, d'après ce que vous dites. Et on en a plusieurs centaines, mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'on a des gens qui sont de divers horizons, non pas par formation, mais aussi par de divers horizons religieux, de divers horizons politiques. C'est-à-dire que dans ce groupe-là, j'ai entendu des gens dire « Jamais j'aurais cru que j'aurais pu parler avec quelqu'un ». C'était quelqu'un qui votait extrême gauche ou à gauche. Jamais j'aurais pu parler avec quelqu'un qui votait pour le Rassemblement national. Mais aujourd'hui, je peux comprendre ton point de vue. En fait, on a organisé ce débat entre ces gens-là, et ces gens-là se sont respectés. Je pense que ce qu'il faut, c'est respecter l'opinion. C'est ce qu'on a fait avec les citoyens. C'est ce qu'on a fait, et c'est ce que nous disent nos lecteurs. On les respecte aujourd'hui. Eh bien, on va continuer avec Xavier Azalbert. Après les informations, on se retrouve tout de suite. Et bien sûr, on abordera tous les sujets qu'il faut aborder, notamment une nouvelle émission, Le Défi de la Vérité, avec votre journaliste Richard Boutry, qui avait amené notamment une interview de Francis Lalanne, qui est désormais visé par une enquête pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Eh bien, on en parlera. Et puis, on en parlera avec vous aussi au 0826 300 300, chers auditeurs. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on continue cet entretien entre André Berkoff et Xavier Azalbert, directeur de publication de France Soir, et autant de sujets qui vous intéressent et qui vont vous intéresser. À tout de suite. Xavier Azalbert, aujourd'hui, France Soir, donc site online, pour faire un anglicisme, site sur Internet, très fréquenté, je crois. Où vous en êtes, quel chiffre pouvez-vous nous dire où vous en êtes du point de vue des suiveurs, des abonnés, des followers? Alors, je ne vais pas utiliser les mêmes termes anglo-saxons, mais nous avons, en termes de visiteurs uniques, au pic, on a dépassé 5 millions par mois. Sur l'année dernière, on est aux alentours de 3 millions en moyenne. D'accord. Voilà. Donc oui, ce qui est quand même pas négligeable, c'est le moins que l'on puisse dire. Et justement, de ce point de vue-là, vous, alors, quand même, économiquement, vous vivez de quoi ? Bah écoutez, économiquement, on a un modèle hybride, comme la plupart des médias, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui est basé sur de la publicité et aussi des dons.
La publicité a été fortement impactée parce que la campagne qu'on a eue contre nous, y compris le tweet de la ministre, a fait qu'on a été déranqué, on va dire, déclassifié, on va dire, sur Google. Oui. Ce qui veut dire qu'on perd, et on a perdu énormément de notre audience. Donc une forme de procès d'intention, puisqu'en fait, la ministre a juste demandé la vérification d'un certificat, chose qu'elle a le droit de le faire. Et Google a fait. Et Google a de suite agi, et tous les autres médias ont embrayé. C'est pas très confraternel, on pourrait dire. Aujourd'hui, on parle beaucoup du débat chez les médecins de la confraternité entre eux. Ici, c'est pas très confraternel. Mais bon, c'est nos concurrents, donc quelque part. Oui. Non, ça c'est encore autre chose. Mais Google de lui-même vous a déclassifié. Ah oui, du jour au lendemain, ça a pris 48 heures. On a vu d'abord le nombre de visiteurs baisser. Il n'y a pas que Google, d'ailleurs, il y a Facebook aussi. On a vu le nombre de vues baisser. Et puis on a vu le ranking, c'est un chiffre qui est donné par Google, qui est tout simplement passé à 0. Donc là, c'était aussi simple que ça. Donc, ça a un impact donc sur nos revenus, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, si on veut essayer d'assécher la liberté d'expression, si jamais je peux me permettre comme ça, eh bien, deux manières de faire tarir la source. Soit on la tarit d'une manière à la source, soit on essaye de nous faire taire. Et aujourd'hui, on a essayé de nous tarir. C'est difficile de nous faire taire parce que c'est un principe fondamental, la liberté d'expression. On espère que ça le restera. Vous avez les subventions ? Nous n'avons pas de subventions. Ça fait partie du modèle indépendant et autonome de François. Les subventions, je considère qu'elles amènent un biais. Un certain biais. Exactement comme on pourrait dire la publicité, puisqu'un annonceur pourrait vous dire, vous parlez pas de tel ou tel sujet, ils peuvent choisir. D'ailleurs, on a vu dans certaines chaînes, etc., qu'il y a eu même, vous savez, les Sleeping Giants, les géants qui dorment, tout à fait, demander qu'on supprime, aux annonceurs. Nous en avons été victimes. Donc, les Sleeping Giants ont demandé et ont fait pression sur des annonceurs pour dire qu'on ne devrait pas aller publier. Donc, un procès d'intention, il y a quand même des lois encore en France, et donc ils mettent pression. Et alors, autant ça peut être justifié dans le cadre du non-respect de la loi, du racisme, du dénigrement, des choses comme ça. Des appels à la haine, etc. Des appels à la haine, autant je peux l'entendre. C'est-à-dire que ce mouvement citoyen est compréhensible. Autant quand il s'agit de taper de manière injuste sur un média ou non justifié, puisque c'est a priori une demande de la ministre qui déclenche ce genre de choses, et on a le droit de prendre le temps d'y répondre sans avoir de procès d'intention a priori. Donc moi, je suis pas quelqu'un, je fais pas Calimero du tout. J'ai continué à travailler, on a continué à travailler avec nos contributeurs, avec nos rédacteurs, et justement, on a même redoublé de travail, puisque on s'est donné pour 2021 comme mot d'ordre de mettre en place un comité d'éthique au sein de la publication avec des journalistes issus du métier renommés de tous bords. D'accord. Des gens qui ont écrit totalement à gauche comme totalement à droite, et des gens de tous horizons, de manière à démontrer ce qu'on appelle le pluralisme chez nous. Ça, c'est la première des choses. Et on est en train de mettre en place un process plus rigoureux. Mais quand on est une toute petite société, au début, on fait un peu tout. Et donc là, on est en train de se structurer. Voilà, avec un renforcement de l'équipe éditoriale. En revanche, sans avoir vous avez quand même une orientation contestataire, on peut le dire, ça, Xavier Azalbert. Vous n'êtes pas quand même dans le consensus de la pensée dominante. C'est le moins que l'on puisse dire. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez été le média qui a publié effectivement l'appel de Francis Lalanne, la pétition. D'abord une pétition, c'est pas une pétition, c'est un texte qui demandait rien de moins que la destitution du président de la République, demandait qu'on applique la loi 68, demandait aussi que l'armée intervienne à un moment donné, etc. Est-ce que c'était pas là, pas un jugement de valeur, mais est-ce que c'était pas, allez, je vais en plein anglicisme, borderline? Est-ce que c'était aussi, et vous dites, non, c'est au nom de la liberté d'expression que l'on publie Francis Lalanne, par exemple, cet appel, hein? Alors, ça, c'est une très bonne question. Déjà, je pourrais vous opposer 3 ou 4 points. Le premier point, c'est que le rôle d'un média, c'est d'agir en tant que médium. Quand TF1 donne la parole à Saddam Hussein ou à Castro, il y a une interview, on ne dit pas que ce média, je prends cet exemple sans vouloir, je pourrais en prendre plein d'autres, mais je prends celui-là, on ne dit pas que ce média cautionne les propos de cet individu, mais il fait son travail. Quand vous avez un journaliste américain qui va interviewer Pol Pot,
On ne dit pas qu'il va cautionner ses propos. Il fait son travail. Quand vous avez Paris Match qui va donner la parole avec Isabelle de Wagen qui va donner la parole à Mesrine en 1978, c'est l'ennemi numéro 1. Ils font leur travail. Quand moi je donne la parole à Francis Lalanne, je fais mon travail. Donc faire son travail, c'est ça. Et mais vous faites votre travail, mais vous ne vous dites pas, et non mais c'est encore une fois aucun jugement de ma part, vous ne vous dites pas oui d'accord, mais enfin c'est quand même un appel presque, enfin quelque part à l'insurrection. Et encore une fois, Francis Lalanne a absolument le droit d'avoir les opinions qu'il a envie d'avoir. Vous ne vous dites pas quand même, est-ce que c'est pas peut-être limite de publier ça? Écoutez. Déjà, la première des choses, c'est que je l'ai lu, le texte en entier. Oui. Je l'ai fait revoir par des conseils. Par des avocats. Par des avocats. Oui. Je l'ai fait relire à diverses personnes. J'ai pesé le pour et le contre. Et quand on lit bien la phrase, et on la lit dans son entièreté. Tout à l'heure, on évoquait le fait que trop souvent sur les médias, on prend des raccourcis. Oui. Je n'ai pas fait de raccourcis parce que autant le fait que quelqu'un fasse un appel en utilisant l'article de 68, il a le droit. Il a le droit de faire. Donc à ce sujet-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on pourrait opposer? C'est est-ce que dans le texte, la manière dont c'est rédigé, mais ce sont les propos de quelqu'un, et je me dois de les respecter. Ce qu'il y a de plus important, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ont fait les autres médias. C'est-à-dire que quand on fait du saucissonnage d'informations et quand on fait tenir des propos à quelqu'un de manière incomplète, on va influencer le jugement. Et c'est ça que je trouve inacceptable. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Parce que quand on lit le texte de M. Lalanne, moi je le lis en disant si par extraordinaire. Il y a un conditionnel, il y a un par extraordinaire. On est dans une loi d'urgence. Le par extraordinaire, c'est au-delà de la loi d'urgence. C'est-à-dire, c'est l'infinitésimon. Et après, on peut regarder tout simplement quelle est la conséquence de ça. Est-ce que ça a été suivi des faits? Ça n'a pas été suivi des faits. Ça a juste mené à une pétition, puisque c'est ce à quoi appelle Francis Lalanne à la fin. Il dit « Je veux que vous signiez ma pétition ». Donc moi, je respecte la liberté d'expression, je fais mon travail, j'ai validé. Comment? Après, qu'il y ait une enquête et qu'il soit auditionné, il n'y a aucun problème, c'est le droit, d'accord. Ce ne sera pas la première fois qu'il y aura des journalistes. Il est poursuivi pour des choses très graves. Apparemment, il risque la prison, il risque. Enfin, la poursuite a été quand même peut-être aussi excessive que ses propos. Écoutez. Là, ici, on rentre dans le domaine du droit, on ne rentre plus dans le domaine Et donc, je pense que c'est à des avocats de répondre à ce genre de choses. Inviter le procureur, inviter les personnes pour en parler de cet élément-là. Vous pouvez inviter mon avocat qui pourra vous en parler avec grand plaisir. Mais ce que je remarque, c'est cette notion du deux poids, deux mesures. Quand vous avez des journalistes d'un journal qui sont convoqués par le parquet de Paris sur leurs sources, il y a... Non, mais c'est autre chose, là. C'est la protection des sources. Ça n'a rien à voir dans cet exemple-là. Non, mais il y a quand même une notion que la justice fait son travail. Elle va aller vérifier. Donc moi, je pense que c'est très bien de dire que la justice va faire son travail. Ils vont poser des questions. Avez-vous l'intention de... Quelle était votre intention originelle? Et donc, ils vont caractériser. Donc, laissons faire aux enquêteurs leur travail, comme on me laisse faire mon travail. Et si jamais j'ai fait une erreur, eh bien, j'ai fait une erreur. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, je constate que le remède n'est pas pire que le mal. Dans un premier sens, c'est que déjà, la liberté d'expression, il faut savoir la respecter, que ça n'a pas été suivi des faits, qu'on a donné la parole, donc on respecte, moi je respecte, si jamais il y avait un serment d'Hippocrate dans la presse, on va dire que j'essaye de le respecter autant que faire se peut, il y a une charte de déontologie, il y a des accords de Munich à ce sujet-là, j'essaye de la respecter, de faire mon travail, en faisant les analyses et en essayant d'informer les gens. Et en fait, votre parti pris n'est pas forcément de traiter à rebrousse-poil. Vous avez des enquêteurs, vos journalistes enquêtent, ou l'enquête joue un grand rôle dans France Soir actuel. La base
de notre travail, c'est l'analyse et l'enquête, on va dire. Ouais. C'est pas que l'enquête, c'est-à-dire obtenir les données, mais les analyser. Il faut prendre du temps en plus. Il faut prendre du temps. Et donc, oui, c'est d'ailleurs le principe du collectif citoyen, c'est de se poser des questions et de rajouter de l'information. Une information, elle commence avec, on a 5% de faits, et puis on va analyser et on va compléter ces éléments-là. C'est ça. Et donc, quand on estime qu'on a 80% de l'information qui est certaine, eh bien, on est capable de publier, exactement comme n'importe quel journal devrait le faire. On n'est pas à l'abri de faire une erreur, parce que les 20 derniers pourcents, quand on fait un jugement, eh bien, le directeur de la publication peut faire une erreur. C'est d'ailleurs pour ça que si on fait une erreur, on va le corriger. Xavier Azalbert, vous étiez dans l'économétrie, vous avez fait des études économiques, vous êtes effectivement très calé là-dedans. Est-ce que vous regrettez de vous être investi à ce point dans François ? Je regrette pas, non. D'abord, hein, c'était pas du tout mon intention. Si on m'avait posé la question, est-ce que vous avez envie de vous impliquer là-dedans ? Non. J'ai trouvé en fait compte le challenge intéressant. Parce qu'il y a un réel besoin de réinventer le modèle des médias, puisqu'on sait qu'il y a un désamour entre les médias et les spectateurs, et les lecteurs, les auditeurs. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de combler cet écart. Ça dérange. Ça arrange certains, puisque les lecteurs y trouvent leur compte. Ça dérange certains, on remet en cause. Mais quand EasyJet et Ryanair sont arrivés dans le monde aérien, ça a arrangé les voyageurs, puisqu'ils ont pu acheter des billets moins chers. Aujourd'hui, le low cost est parfois plus cher que donc c'est plus confus. Mais je pense que la dernière année nous offre une énorme opportunité pour se poser les bonnes questions dans le monde de l'information. Surtout parce qu'on a franchi la ligne jaune de la désinformation, on a franchi la ligne jaune sur la pensée unique, et cette ligne jaune, il faut, à un moment ou à un autre, qu'on essaye de restaurer un équilibre. Et quand vous parlez de contestataire, je pense que je ne suis pas contestataire. Je pense que ce qu'on fait, c'est on essaie juste de restaurer cet équilibre. Eh bien, écoutez, effectivement, d'abord, je rappellerai que le journalisme, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Albert Londres. Et le journalisme a d'abord avoir question à tout. Sinon, réponse à tout, personne ne l'a, mais question à tout, il faut l'avoir. Merci Xavier Azalbert. Merci beaucoup de nous avoir donné la parole. Il faut avoir question à tout et intervention à tout. 0826 300 300. Vous pouvez intervenir sur Sud Radio juste après cette courte pause. Et André Berkoff se fera un plaisir d'interagir avec vous. À tout de suite. Berkoff dans tous ses états. Berkoff dans tous ses états et son invité qui nous fait le plaisir de rester encore avec nous une dizaine de minutes, et vous pouvez lui poser des questions, et je sais que nous en avons déjà au 0826 300 300 sur Sud Radio avec Sylvie qui nous appelle d'Avanches. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Sylvie. Oui, bonjour André Berkoff. Je vous téléphonais, je suis contente que vous ayez invité Monsieur Azalbert, parce que au début de la crise, on va dire pas au tout début, mais à partir du mois d'avril, j'ai beaucoup espéré sur des médias alternatifs. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un Mediapart, il y a le Canard enchaîné, ils vont enquêter, bon. Et puis, c'est rien passé. Et puis, j'ai découvert François, votre émission de radio, je parle pas de votre chaîne, mais de votre émission, qui m'ont fait découvrir des gens qui disaient autre chose. Donc, tout ça, c'était positif. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est pesant, en tout cas en ce qui me concerne, cette notion de censure, mais qui est presque oncologique. Je vais vous citer un exemple. Aujourd'hui, quand les gens parlent du vaccin, le côté binaire anti-vax, je trouve ça stérile, ça ne sert à rien. Par contre, chaque fois que les gens parlent du vaccin, se sentent obligés de dire « Ah non, mais attention, moi je ne suis pas contre la vaccination. » Pourquoi ? Pourquoi ne pas dire « Ah ben tiens, ce serait intéressant d'avoir un débat, pas sur tous les vaccins, sur la vaccination. » Pourquoi, quand on nous injecte un vaccin, contrairement à quand on nous prescrit un médicament, on n'a pas le droit de voir la notice avec les composants, ou rentrer chez un médecin, il vous pique, vous savez pas ce qu'on vous a mis dedans. On pourrait en discuter de ça. Il faut dire, et tout le monde dit en préambule, ah non mais attention, moi je suis pas contre la vaccination. Ça m'irrite au plus haut point. Je me dis aujourd'hui on ne peut plus parler de rien. Et en ce qui concerne justement l'interview de Francis Lalanne, je l'ai écouté, qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Et effectivement,
quand vous écoutez son interview, où il précise bien que l'article 8, de toute façon, ne peut être mis en place que par les députés. C'est pas nous, dans la rue, qui allons prendre des trucs en disant « Monsieur Macron, il faut vous destituer ». C'est tout un processus dont il dit lui-même qu'il sait qu'il n'aboutira pas et dont il y a eu 2 réponses de députés qui ont réagi, en tout cas, en disant « Oui, on va voir, machin ». Donc, il faut prendre le temps d'écouter. Quand vous entendez des journalistes sur les médias mainstream dire « Oh ouais, non, mais Francis Lalanne, c'est quoi ce mépris ?» C'est mépriser. Vous êtes citoyen aujourd'hui. Vous n'êtes pas dans la pensée unique. Vous ne recevez que du mépris, tu comprends rien, t'es bête. Francis Lalanne, il a une opinion, il a le droit de l'exprimer. On l'écoute, on adhère ou on n'adhère pas. Le tollé que ça a fait, mais y compris sur Hold Up, ce truc, et le nombre de gens qui ont critiqué Hold Up qui n'ont pas vu Hold Up. Oui, parler du film. Oui, on est dans une censure permanente. Ah oui, mais Francis Lalanne, il appelle... Non, Francis Lalanne, il n'appelle pas à la révolution. Il a proposé, il dit, il existe un article, moi je veux que M. Macron rende des comptes. C'est grave de dire ça. Non, il a dit qu'il veut que Macron soit destitué. Mais encore une fois, il a le droit. Quand vous écoutez tout son interview, et il y en avait une autre sur une autre je comprends, chaîne, Sylvie. Voilà, il exprime bien, si vous voulez, qu'il sait très bien que M. Macron, lui, il dit, moi j'aimerais trouver un biais pour qu'on puisse nous rendre compte sur des choses qui sont très graves. On a compris, Sylvie, et vous avez raison de dire que, en tout cas, on peut discuter de tout sans se faire traiter de tous les noms, parce qu'on aborde Xavier Zalbert un peu, et elle vous rejoint, Sylvie, dans... Oui, tout à fait. Alors, je pense que ce qu'elle veut aussi dire, c'est que quand on nous assène une vérité, c'est-à-dire qu'un ministre ou le gouvernement ou n'importe qui tient un propos, la charge de la preuve lui incombe. En science, on dit souvent, quand on dit quelque chose, la charge de la preuve. Et je pense que ce qui se passe ici, c'est que on n'amène pas assez d'explications, ou que ce soit au travers d'un débat ou une explication qui soit suffisamment structurée, qui devrait amener à un débat, qui devrait amener donc à une conclusion. On assène juste cette vérité parce qu'on prend pas assez le temps. Le tweet, par exemple, c'est quelques caractères et donc c'est pas assez long pour exprimer une totalité d'une opinion. Et donc ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut prendre le temps de bien analyser les choses. Tout à fait. Absolument, il y en a beaucoup d'autres auditeurs au 0826 300 300 sur Sud Radio. Et tout de suite, nous sommes avec Michael qui nous appelle de Paris. Bonjour Michael. Oui, bonjour Michael. Bonjour, oui, je voulais intervenir parce que là actuellement, j'ai toujours été très respectueux des règles, mais là le souci c'est que s'ils nous interdisent là le week-end un confinement, je vous parle de la région parisienne, même pour n'importe quelle autre région, je trouve ça inadmissible. Parce que vous voyez, moi je travaille de 8h à 18h tous les jours, mes enfants sont à l'école, et me dire que le soir, déjà je ne peux pas sortir, ni moi ni mes enfants, dès 18h, et le week-end c'est là pareil. J'ai 43 ans, mes enfants ont 7 et 10 ans, je trouve ça inadmissible. Et moi, ce qu'on va faire, de toute façon, c'est ce qu'on va faire tous les week-ends. On va prendre la voiture et on va tout simplement aller dans un peu plus loin, en province. Et vous continuerez à prendre la voiture même s'il y a le confinement, Michael? Non, à 17h, 16h, on peut prendre la voiture le vendredi pour aller n'importe où à 1 heure et demie de route. On est en dehors de l'Île-de-France. Nous, en tout cas, moi, je trouve ça... vous savez, on protège les personnes âgées du lundi au vendredi. On va travailler, nous, pour faire en sorte de payer les retraites, pour payer les hôpitaux, pour payer, pour aider les personnes âgées, justement. Et puis vous faire enfermer le week-end. Voilà, que les personnes âgées, elles, peuvent sortir du lundi au vendredi, puisque il n'y a pas de travail, et que nous, après, derrière, on se fasse enfermer le week-end et le soir. Je suis très respectueux des règles, mais c'est pas... J'aimerais bien, juste, je m'excuse, mais juste une petite annonce. J'ai lu un article sur Le Monde, et c'est dommage qu'il n'ait pas un peu plus détaillé, parce qu'il y avait les nombres de mortalité, la mortalité du Covid par tranche d'âge, le nombre. Et il y a... on nous dit toujours taux d'incidence, taux de trucs, plein de choses, mais la mortalité, le nombre...
Moi, j'ai 43 ans. Vous savez combien il y a eu de morts du Covid de mon âge? Oui, 0,00 quelque chose. Combien? Un nombre? Non, je ne sais pas. Dites-nous. D'après vous, juste à savoir le nombre par rapport aux 80 000. Parce que c'est très surprenant et j'aimerais bien qu'il y ait une enquête là-dessus. Disons que c'est de l'ordre de la centaine ou de plusieurs centaines sur 80 000. C'est ça? De bonne santé. Non, je vous parle juste bonne santé. Juste en bonne santé. Non, mais dites-le, Michael. Moins de 5. Moins de 5. Ah, d'accord. Moins de 5, il n'avait pas de comorbidité, c'est ça? Comorbidité. Ce que je vais vous dire, vous pensez que c'est peut-être faux ou c'est une fake news? Non. J'aimerais bien qu'à un moment, vous voyez, vous ne le savez pas, et qu'on le sache. Moi, mes enfants qui ont 9 ans, 10 ans... Non mais on le sait, pardon Michael, je n'avais pas le chiffre exact, mais on le sait ça, pardon, mais... on le sait, et quand vous dites que c'est pas détaillé, il y a plusieurs publications, je vous assure, qui ont donné les chiffres détaillés. Écoutez, le taux de mortalité du Covid en tant que tel, on le sait, c'est déjà tous âges confondus. Alors, je vais vous dire, Michael, moi je vous donne les informations. C'est 0,05%. Tous âges confondus, y compris les seniors de seniors. Donc déjà, on regardait ce que c'est que ce taux de mortalité par rapport à ce qu'on appelle une pandémie. Quelle pandémie avec 0,05% de mortalité? Mais je dis pas que c'est rien. En pourcentage, les gens ne s'aperçoivent pas. Quand vous parlez un nombre, par exemple, vous interrogez quelqu'un qui a 32 ans, une femme de 32 ans qui est en panique, qui dit elle va mourir et que c'est normal de tout confiner, etc. Parce que non pas elle a peur de ses grands-parents, elle a peur pour elle, parce que quand vous interrogez, ils ont peur pour eux. Bien sûr. Et quand vous posez la question le nombre de morts de son âge, ou même le nombre de personnes qui sont en réanimation, parce qu'ils parlent toujours de réanimation, donc des deux problèmes, vous voyez, les gens ils pensent 500, 1000, 2000, des chiffres complètement aberrants. Et quand vous donnez le vrai chiffre, je vous dis juste, si c'est faisable d'avoir un jour le vrai chiffre de mortalité, le Monde l'a fait. Juste, le Monde l'a fait, mais pas des tranches d'âge, mais sur 10 ans, sur les dizaines. D'accord, Michael. Non, mais j'ai bien compris. Juste, je voudrais donner le dernier mot à Xavier Azalbert qui doit nous quitter. En fait, toutes ces querelles de chiffres, et là, ça va beaucoup plus loin. Michael a raison de le poser. C'est vrai qu'on ne donne pas, la vraie figure, et on a l'impression que, je dis pas qu'on la cache, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, mais tout ça pour ça. Alors les chiffres, c'est d'abord je remercie Mickaël parce qu'on a beaucoup de nos lecteurs qui nous envoient des analyses entières. Quand je dis des analyses, c'est parfois des pages et des pages et des pages de rapports. Et d'ailleurs je les remercie parce que je les lis toutes. Déjà parce que je trouve que c'est incroyable la science qu'il y a et le temps que les gens prennent à faire ça. On voit ça pour nos auditeurs aussi. Voilà, et vous le voyez. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Cette question, elle est fondamentale. C'est-à-dire, l'analyse, avec un chiffre, on peut faire dire beaucoup de choses. On peut le tourner dans tous les sens. Le chiffre n'est pas qu'une finalité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a le temps de la science, il y a le temps des chiffres, il y a le temps de la philosophie, il y a le temps de la politique et il y a le temps des conséquences. Et ce que cet auditeur nous dit, c'est ce qu'on entend chez nos lecteurs, c'est que quand on fait l'analyse du bénéfice-risque sur tous ces éléments, il faut prendre beaucoup de facteurs en considération. Exercer une décision dans une entreprise, c'est compliqué. Exercer une décision dans un État, c'est compliqué. Aujourd'hui, il faut prendre en considération cette analyse du bénéfice-risque en se posant la question fondamentale de ces chiffres-là. C'est quand on entend ce chiffre, ça peut paraître dérisoire. Mais c'est dérisoire par rapport à quoi? Donc, c'est une notion de relativité. Absolument. Il faut savoir mettre ces éléments en perspective. Se reposer la question de savoir est-ce que le rôle d'un média, c'est d'instiller la peur, de contribuer, ou essayer de rassurer. Donc à un moment, on a opposé les alarmistes contre les rassuristes. Oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le problème. Le vrai sujet ici, c'est de dire que les gens ont le droit de parler, ils ont le droit de s'exprimer. Par contre, quand il y a quelqu'un qui vient avec une autorité en parler, il a le devoir. Ce devoir, c'est d'amener la charge de la preuve. Et cet élément-là qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contestataires, beaucoup de gens qui se posent des questions, parce que cette information paraît incomplète. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec François. Merci Xavier Azalbert, directeur de publication de François, d'être venu. Alors que ce soit de votre côté chez François et de notre côté, de votre côté sur Sud Radio, on remarque qu'il y a un réel intérêt, une réelle passion pour ce sujet du Covid. Alors vous pouvez nous en parler au 0826 300 300. À tout de suite.